Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence du Salon S'expatrier Mode d'Emploi 2022. Et nous allons découvrir une province canadienne, le Québec. Qui n'a pas eu une connaissance qui est partie au Québec une fois dans sa vie? Eh bien, vous êtes rare à le faire parce que le Québec est une vraie destination d'accueil et une vraie destination d'opportunité. Vous saurez tout sur votre future installation au Québec avec notre invité qui est à distance, c'est Paul Trottier. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes conseiller en recrutement international à la direction des services d'immigration du Québec à Paris. Une toute petite question tout d'abord. Le Québec, c'est une province canadienne, mais vous avez toute une administration à Paris. Oui. C'est une particularité. Oui, parce que le Québec est particulier à l'intérieur du Canada. C'est un État qui a des responsabilités que les autres provinces canadiennes n'ont pas, notamment la responsabilité de choisir, de sélectionner les personnes qui souhaitent venir s'installer chez elles. Donc, c'est pour ça que le Québec a des représentations à l'étranger, dans plusieurs pays à travers le monde, et notamment en France, évidemment, à cause de la relation particulière qui existe entre le Québec et la France depuis toujours. On a tous, nous les Québécois, des ancêtres, des aïeuls en France, et donc cette relation particulière fait que la délégation générale du Québec à Paris est la plus importante des représentations du Québec à l'étranger. Donc oui, il y a en effet un service d'immigration au sein de cette délégation générale du Québec à Paris. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est une conférence interactive, que vous pouvez poser vos questions en allant sur l'icône qui est en bas de votre fenêtre de streaming de cette conférence. Posez vos questions, un modérateur va y répondre ou me les transmettra et nous pourrons les poser à Monsieur Trottier pendant et en fin d'émission. Parce que Monsieur Trottier est là pour vous donner toutes les pistes pour partir et travailler au Québec. Et aujourd'hui, partir et travailler au Québec, ça passe par un événement qui sont les Journées Québec-France. Et il y en a dans pas très longtemps. Oui, tout à fait. Alors, ça passe par ça. Ça passe pas uniquement par ça, mais c'est vrai que c'est une des bonnes façons, je dirais, de se mettre en relation avec un employeur québécois. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous posent la question, et c'est bien normal, comment on fait pour aller travailler au Québec, surtout quand on est à l'étranger, comment on fait pour se mettre en relation avec un employeur qui, en plus, devra faire un certain nombre de démarches pour que j'obtienne un visa de travail. Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu là. C'est pas nécessairement facile et c'est précisément pour ça que nous, au gouvernement du Québec, le ministère de l'Immigration, mais notamment le Bureau du Québec à Paris, eh bien, c'est pour ça qu'on organise ces fameuses Journées Québec. Donc, les Journées Québec, ce sont des missions de recrutement auxquelles participent des entreprises québécoises. Donc, ça a lieu depuis une douzaine d'années. Habituellement, les entreprises se déplacent 2 fois par année, une fois à l'automne, une fois au printemps. Évidemment, depuis le début de la pandémie de coronavirus, tout ça s'est transformé un peu. On fait maintenant ces activités-là, ces missions-là en virtuel, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens postulent à de nombreuses offres d'emploi. Ensuite, ces personnes, elles sont présélectionnées et en fonction de leur profil, eh bien, elles sont convoquées à un entretien d'embauche virtuel, évidemment, qui va peut-être conduire à une promesse d'embauche, à la signature d'un contrat de travail. Voilà comment ça marche en gros. Les Journées Québec, c'est ça. Et donc, les prochaines journées, c'est du Alors, 13 au 18 juin, si je ne me trompe pas, mais il faut il faut s'inscrire, il faut déposer une c'est ça, c'est candidature. ça. Alors, ces entretiens d'embauche dont je viens de vous parler, ils auront lieu du 13 au 18 juin, mais la date importante à retenir, c'est le 4 avril. À partir du 4 avril, pas avant,
hein. Si vous y allez maintenant, ça ne donne rien. À partir du 4 avril, toutes les offres d'emploi seront en ligne et vous pourrez postuler à autant d'offres d'emploi que vous voulez, celles qui semblent correspondre à votre profil, à vos compétences, aux exigences des employeurs, évidemment. Et là, vous le voyez dans la diapo qui est devant vous. On dit Journée Québec-France parce qu'effectivement, l'immense majorité des postulants, donc des gens qui candidatent, proviennent de la France, mais cette mission, elle est ouverte à tous les citoyens et ou résidents de tous les pays d'Europe. Alors, il y a des employeurs qui participent, il y a plein d'offres d'emploi. Je vois 83 employeurs participants, 400 offres, 1500 postes à pourvoir. À peu près, ouais. C'est quoi les exemples d'offres à pourvoir Évidemment, sans surprise, hein, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine des technologies de l'information, de la communication, et vous avez des exemples devant vous. Ce n'est pas exhaustif, évidemment, je n'ai pas fait une énumération complète de toutes les offres d'emploi. 1500 On postes. l'a vu, il y en a plus de 400, mais vous avez là des exemples des offres d'emploi qui seront à pourvoir. Alors, Il y en a si vous pour tous revenez les sur goûts. la page... Pardon? Il y en a pour tous les goûts. Mais oui, il y en a pas mal pour tous les goûts. Évidemment, il y a des secteurs en particulier qui sont promus par le gouvernement du Québec. Alors, je vous parlais des technologies de l'information, vous avez des exemples devant vous. Le jeu vidéo, hein, qu'on distingue, nous, des technologies de l'information. Le jeu vidéo au Québec, c'est vraiment un secteur économique à part, très important, avec des entreprises très importantes, notamment françaises, hein, comme Ubisoft, par exemple, qui sont très présentes au Québec. Donc, c'est vraiment un secteur de l'économie très, très vigoureux. Il y a aussi tout le secteur de la santé. Tout le secteur de la santé, des services sociaux, hein, évidemment, des postes d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. C'est comme ça qu'on appelle les aides-soignants chez nous. Dans le domaine de l'éducation, de la petite enfance, donc des postes d'enseignants au niveau primaire et secondaire. Et la restauration aussi, je vois sur voilà, la liste. Donc restauration. On cherche des chefs français ou c'est d'une manière générale l'économie post-Covid du secteur de la restauration qui recrute et a du mal à recruter partout dans le monde? Oui, mais les Français ont développé une spécialité, évidemment, dans le domaine des métiers de bouche, comme on dit. Alors, c'est probablement la raison pour laquelle les employeurs québécois du domaine de la restauration et de l'hébergement viennent recruter en France. Alors, on poursuit. Beaucoup d'emplois, évidemment, dans le domaine de l'administration, des postes de conseillers, des postes d'agents de service à la clientèle, dans le domaine des finances, des assurances. Donc, vous voyez, hein, je les énumère pas tous, mais il y a de nombreux postes à combler là aussi. Dans le domaine du génie. Et ce qu'on appelle le génie, c'est important de le préciser, c'est pas tant des postes d'ingénieurs, il y en a, certes, mais ça peut aussi être des postes de techniciens en génie mécanique, génie électronique, génie civil. Donc, voilà un éventail. C'est ce que je disais, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais quel est le processus d'inscription? Alors, d'abord, il faudra s'inscrire. Vous avez l'adresse devant vous. C'est assez facile à retenir. Journée Québec en un mot, avec un S, hein, journée. journéequebec.gouv.qc.ca ou encore, autre option, journéequebec.fr. C'est pareil, ça vous amène sur la même page d'atterrissage, donc la plateforme Journée Québec sur laquelle vous pourrez créer un compte utilisateur si ce n'est pas déjà fait, parce que quelqu'un qui a déjà participé à une mission Journée Québec dans le passé n'a pas besoin de se recréer un compte, c'est le même. On complète son profil de compétences, on s'inscrit à la mission Journée Québec France, donc c'est important de choisir la mission Journée Québec France puisque
On le verra lorsqu'on arrive sur cette page d'atterrissage qu'il y a d'autres missions de recrutement dans d'autres régions du monde. Donc, on choisit la mission Journée Québec-France, on indique ses disponibilités, ça c'est très important parce que, évidemment, il faudra que l'employeur qui souhaite vous convoquer à un entretien d'embauche entre le 13 et le 18 juin sache à quel moment vous êtes disponible. Donc, voilà pourquoi il faut inscrire des disponibilités. Et puis ensuite, on candidate. On pose sa candidature tout simplement à autant d'offres d'emploi que l'on veut. On pourra découvrir aussi l'ensemble des offres, des 1500 postes, 400 offres d'emploi qui seront à disposition. J'imagine qu'il y a bien évidemment des dates butoirs, hein, Alors, vous en avez voilà, parlé. ça, c'est des dates importantes à retenir. On l'a déjà évoqué, mais on va le rappeler. À partir du 4 avril et jusqu'au 29 mai, il sera possible de postuler aux offres d'emploi. Les entreprises vont, pendant cette période, commencer à convoquer, à inviter un certain nombre de candidats à un entretien d'embauche au mois de juin. Donc, il est possible, par exemple, hein, qu'en cours de route, à partir du mois de mai, les gens commencent déjà à recevoir des convocations. Il sera important alors de l'accepter ou de la refuser, mais de l'accepter, cette convocation, parce que si elle n'est pas acceptée par le candidat, c'est comme si elle n'avait pas lieu. Donc ça, c'est important aussi. Les gens qui auront reçu une convocation de la part d'un ou de plusieurs employeurs devront l'accepter. Ils auront jusqu'au 8 juin pour le faire. Et encore une fois, les entretiens, eux, auront lieu entre le 13 et le 18 juin. Voilà, tout est très bien organisé, mais là j'ai quand même envie de vous poser une question. Voilà, il y aura des entretiens, il faut les préparer. Quels sont les conseils? Parce qu'il y a une culture d'entreprise différente, j'imagine, entre l'entreprise en France et l'entreprise au Québec. Quelles sont les choses à éviter? Quels sont vos conseils? Vous avez raison de le dire, Jérôme. Disons que même si la culture d'entreprise est différente, la plupart l'objectif des employeurs qui viennent recruter en France, leur objectif principal, c'est important de le dire, ce n'est pas de piéger les candidats, de leur poser des questions auxquelles ils n'auraient pas la réponse dans le but de les éliminer. Hein. On n'est pas du tout dans cet univers-là. C'est même plutôt le contraire. Hein. N'oublions pas qu'on est dans un contexte de pénurie et les employeurs cherchent plutôt à vous séduire d'une certaine façon, à vous convaincre de venir travailler chez eux. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils vont accepter n'importe qui, mais c'est important de le dire pour ne pas avoir peur de cet entretien d'embauche. Et ça peut être un peu déroutant, je le conçois très bien, passer un entretien d'embauche devant un employeur étranger, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, quelques petits trucs très simples. D'abord, on l'a dit, les employeurs, ce qu'ils cherchent, c'est des compétences. Donc, eux, ce qu'ils veulent, la plupart du temps, sauf exception, là, mais la plupart du temps, la question qu'ils se posent, les employeurs, c'est est-ce que la personne qui est devant moi a les compétences qu'il faut pour occuper le poste? Tout simplement. Donc, leurs questions seront vraiment orientées vers ça. C'est le moment alors de parler de ses réalisations, des exemples concrets de ce qu'on a fait dans le passé. Donc, vraiment miser sur le savoir-faire. Ensuite, il est bien possible, évidemment, que l'employeur pose des questions sur le type de personnalité que vous avez, question d'adaptabilité, de polyvalence. Évidemment, il voudra s'assurer que vous avez le profil qui peut s'intégrer dans ces différentes équipes de travail. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le savoir-être. Et enfin, on va peut-être vous poser des questions sur votre formation, les diplômes que vous avez, mais je le répète, c'est pas ce qui est le plus important pour l'employeur. Pourquoi? Parce que, vous le savez, les diplômes français ne sont pas les mêmes que les diplômes québécois.
Donc, même si ça a une certaine importance, c'est pas ce qui domine dans le... Juste une petite question, Oui. vraiment les diplômes, c'est pas important, c'est les compétences. Est-ce que ça veut dire que dans une lettre de candidature ou quand on postule, il faut pouvoir présenter, je sais pas, des références quand on a C'est travaillé? pas inutile. C'est pas inutile, évidemment, de mettre des références Ouais. dans une lettre de motivation. Mais retenez ceci, hein. Ce qui est important, c'est savoir-faire, savoir-être et savoir dans cet ordre, hein, dans cet ordre-là. Donc, si vous deviez mettre l'accent sur quelque chose, c'est vraiment sur les compétences que vous avez. Est-ce Et qu'il y a des puis, choses à éviter? oui. Alors, il faut, n'hésitez pas à parler de vos motivations personnelles. Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet de mobilité internationale? Pourquoi vous voulez aller travailler au Québec? Évitez évidemment les éléments touristiques, hein. Ça ne va pas impressionner l'employeur. Si vous lui dites que vous êtes attiré par les grands espaces, bon, c'est charmant, mais ce n'est pas ça qui va convaincre l'employeur de vous embaucher. Parlez de votre projet d'immigration. Montrez-lui qu'il s'agit d'un projet réfléchi, que vous vous êtes un peu renseigné sur les démarches. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Vous savez, c'est pas mal vu dans un entretien d'embauche au Québec de poser des questions. Ce n'est pas discourtois, c'est même assez fréquent. Ça montre l'intérêt que vous avez. Donc, il faut poser des questions. Qu'est-ce qui se passe après? Quel genre de contrat de travail on va signer? Voilà. Donc, c'est un échange. Il faut se rappeler une chose, tout ça, ça va assez vite, hein? On parle d'un entretien d'embauche qui va durer 20 minutes à peu près. Donc, il faut être capable d'aller droit au but. Donc parler de son projet, ne pas hésiter à montrer sa curiosité, son intérêt. Tout à Donc fait. tout ça à faire avec une deadline, je rappelle, c'est dépôt des candidatures pour ces entretiens et postuler sur ces offres avant le 29 mai. Alors, Oui. passons maintenant à l'installation en soi, parce que Concrètement. là, il y a un rendez-vous, on sait tout sur ce rendez-vous. Je sais qu'on peut avoir des permis temporaires, il y a des démarches d'immigration temporaires et permanentes. Est-ce qu'on pourrait tout d'abord commencer par décrire ce terme, ce vocabulaire, les démarches d'immigration temporaire? Oui. Donc, c'est très important ce que vous soulignez là, Jérôme. Au terme de l'entretien d'embauche, on l'a dit, il est possible, en tout cas c'est ce que je souhaite aux participants, que ça se transforme en une promesse d'embauche. Et alors là, vont commencer les démarches plus administratives. Donc, vous allez signer un contrat de travail, hein, un contrat de travail normal, à distance, bien sûr, mais un contrat de travail avec l'employeur. Et ce contrat de travail, c'est important de le distinguer du permis de travail, hein, ou le visa de travail, si vous voulez. C'est deux choses différentes. Le contrat de travail, c'est ce que vous allez, c'est le lien qui vous unit à l'employeur, mais c'est pas un titre de séjour, un contrat de travail, hein. Pour aller travailler dans un pays qui n'est pas dans l'espace Schengen, ça vous prend un visa. Et c'est ça qu'on appelle, nous, le permis de travail. Donc, vous allez signer d'abord un contrat de travail. Contrat de travail qui, par définition, sera à durée déterminée, hein. Et ça me permet d'ailleurs, Jérôme, si vous me permettez, de faire une petite précision sur cette notion de CDD et de CDI, Oui. qui n'existe pas vraiment au Québec. D'ailleurs, si vous posez la question à un employeur lors de l'entretien d'embauche, à savoir s'il s'agit d'un CDD ou d'un CDI, l'employeur ne saura même pas de quoi vous parler parce que cette distinction n'existe pas. Il faut savoir que ici en France, enfin vous le savez mieux que moi, mais le CDI, c'est beaucoup associé aux obligations de l'employeur en cas de licenciement, n'est-ce pas? Or, au Québec, les obligations de l'employeur, elles sont toujours définies dans les conditions de travail. Et les conditions de travail, elles ne seront pas nécessairement meilleures parce que le contrat de travail est plus long, voyez-vous? Alors, c'est pour ça que chez nous, on parlera davantage d'emplois syndiqués ou non syndiqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir ça souvent dans les offres d'emploi, emploi syndiqué ou emploi non syndiqué. Ça veut dire quoi? Au Québec, si votre emploi est syndiqué,
Cela veut dire qu'il y a une convention collective qui a été négociée avec l'employeur, souvent très avantageuse d'ailleurs, et cette convention collective, elle va s'appliquer à tous les employés de l'entreprise d'une même catégorie, sans exception, que vous ayez ou non adhéré au syndicat. Voyez-vous? Oui. Alors que si votre emploi n'est pas syndiqué, bien dans ce cas, les conditions de travail minimales vont être définies par la loi sur les normes du travail. Vous allez être protégé pareil, bien sûr, mais disons qu'en cas de licenciement, vous n'aurez peut-être pas les mêmes indemnités que dans un emploi syndiqué. Donc, voilà pour cette notion de CDD et CDI qui n'existe pas. Hein? On parlera plutôt d'emploi syndiqué ou non syndiqué, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je reprends. Ouais. Vous allez signer un contrat de travail avec l'employeur, contrat de travail qui sera renouvelable, hein, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que l'employeur, lui, va amorcer les démarches. C'est lui l'employeur, c'est pas vous, hein, comme candidat. C'est lui l'employeur qui va initier les démarches auprès du gouvernement, démarches qui vont conduire à votre permis de travail. En quoi ça consiste? En gros, sans entrer dans les détails, là, cette démarche qu'il fait, l'employeur, auprès du gouvernement, ça s'appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Ce n'est pas nécessaire de retenir cette expression, là, parce que de toute façon, hein, on vient de le dire, ce n'est pas le candidat qui fait ça, c'est l'employeur. Mais donc, c'est ça qu'il fait. Il fait une demande d'étude d'impact sur le marché du travail et le résultat de cette EIMT, cette étude d'impact sur le marché du travail, ça va se traduire par l'émission d'un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec que l'employeur obtiendra et qu'il transmettra au candidat pour que celui-ci, dans un deuxième temps, fasse sa demande de permis de travail, ou de visa de travail, si vous voulez, mais sa demande de titre de séjour, de permis de travail auprès du gouvernement fédéral canadien. Donc, vous voyez, ça se fait en deux grandes étapes. C'est pas difficile à comprendre. On a souvent tendance à penser que c'est extrêmement complexe, mais dans les faits, il s'agit conceptuellement de deux grandes étapes. Une première qui est faite par l'employeur, hein, l'étude d'impact, une fois que le contrat de travail est signé, et ensuite, vous, comme candidat, une fois que cette première étape est réalisée, vous faites votre demande de permis de travail auprès du gouvernement fédéral canadien. Petite question, c'est quand même une fois que... Les délais peuvent être longs ou pas, ou c'est quelque chose qui s'obtient rapidement, les fameuses IMT et les certificats d'acceptation? Évidemment, ça prend un certain temps. Hein. Tout ça, ça se fait pas en quelques jours ou en quelques semaines, mais c'est tout à fait normal. De toute façon, un projet comme celui-là, ça se prépare. Hein. Donc, il faut bien sûr s'attendre à ce que ça prenne un certain temps. Pour l'étape du permis de travail comme tel, hein, la demande de permis de travail auprès du gouvernement fédéral canadien, on parle d'environ 2 mois, OK? 8 semaines, c'est le délai normal. Mais évidemment, il y a tout ce qui vient avant, c'est-à-dire la demande d'études d'impact, tout ça. Au total, on peut estimer les délais entre 6 et 8 mois, OK? Entre le moment où vous signez le contrat de travail avec l'employeur, si vous voulez, et le moment où toutes les étapes administratives seront terminées, que vous aurez en main la lettre d'introduction qui vous permettra de partir et de demander le permis de travail à l'aéroport de Montréal, là, entre ces deux instants T, hein, il va s'écouler entre 6 et 8 semaines. Ça peut être plus court. Je vais en parler tout de suite après. Mais pour être raisonnable, on parle de ce délai-là. Vous me confirmez bien, entre 6 et 8 semaines. Pardon, excusez-moi. Entre 6 et 8 mois, excusez-moi. D'accord. Merci de me reprendre. 8 semaines, là, ce que vous voyez devant vous, là, au bas de la diapo, 8 semaines, c'est pour le permis de travail. Mais les délais totaux, hein, pour toutes les démarches administratives, à partir du moment où vous signez le contrat de travail avec l'employeur, c'est 6 à 8 mois. D'accord. 6 à 8 mois. Donc encore une fois, je le répète, ça peut être plus court dans certains cas, puis je vais vous dire tout de suite après dans quelles circonstances ça peut être plus court. Mais restons un moment sur cette diapo, si vous me le permettez, Jérôme. La demande de permis de travail que vous faites, hein, c'est l'étape que
que le candidat fait lui-même. Eh bien, tout ça, ça se fait en ligne, évidemment, auprès du ministère fédéral qui s'appelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Il y aura un certain nombre de documents à fournir à ce moment-là. Il y aura des coûts associés à ça aussi. On parle d'environ 175 €. C'est pas énorme, hein, mais c'est ce que le candidat devra payer. Dans certains cas, mais dans certains cas seulement, très spécifiques, il y aura un examen médical à passer, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais dans tous les cas, le candidat devra fournir les données biométriques. Qu'est-ce que c'est? C'est les empreintes digitales et une photo. Ça, c'est obligatoire. Ça se fait dans un des centres de réception des demandes de visa. En France, il y en a 2, un à Paris, un à Lyon. Et enfin, la finalité, hein, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette lettre d'introduction que vous recevrez et qui confirmera que vous pouvez partir, vous acheter un billet d'avion et puis arriver à l'aéroport à Montréal pour obtenir le permis de travail. Oui. Tout ça, je le répète, là, à partir du moment où vous signez le contrat de travail avec l'employeur et l'obtention de cette fameuse lettre d'introduction, c'est entre 6 et 8 mois. Donc, il y a énormément Et après, on obtient un permis de travail, mais qui est temporaire, donc qui est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? J'entends déjà votre question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un CDD? Un permis de travail fermé, ça veut dire que c'est un permis de travail qui est lié à l'employeur qui vous embauche. Et c'est normal, on comprendra pourquoi. Hein? L'employeur qui déploie autant d'efforts pour venir vous recruter ici en France, bien, il est normal que le permis de travail que vous allez obtenir soit lié à cet employeur. C'est ce qu'on appelle un permis de travail fermé, dont la durée sera de 2 ou 3 ans, renouvelable, je l'ai déjà dit. Si vous avez des enfants, les enfants obtiendront un permis d'études qui leur permettra de fréquenter l'école québécoise gratuite, évidemment, et sous certaines conditions, votre conjointe ou conjoint pourra aussi obtenir un permis de travail. Et ce permis de travail que le conjoint obtiendra, évidemment, il ne sera pas lié à votre employeur, à vous, hein, évidemment. Ce sera donc un permis de travail ouvert qui permettra au conjoint ou à la conjointe de travailler dans n'importe quel genre d'entreprise. Donc, vous voyez la distinction entre un permis de travail fermé et un permis de travail ouvert. Le requérant principal, hein, celui qui obtient le permis de travail, ce permis-là, il est fermé parce qu'il est lié à l'employeur, mais son conjoint ou sa conjointe pourra obtenir un permis de travail ouvert. Et les enfants, ils peuvent obtenir également... Bien sûr. Les enfants, évidemment, auront la possibilité de fréquenter l'école. Hein. Cela va de soi. Et donc, je vous entends déjà me demander quelles sont ces conditions qui permettent à un conjoint ou à une conjointe d'obtenir un permis de travail ouvert. On le voit juste après. La condition principale, c'est que l'emploi du requérant principal, hein, soit un emploi de catégorie 0A ou B dans la classification nationale des professions. Et là, je prends juste 2 petites minutes pour vous expliquer ça Qu'est-ce que c'est que cette classification? Voilà. Mais il faut nous faire découvrir les arcanes du marché de l'emploi. Mais vous voyez, j'essaie de vulgariser ça le plus possible pour dire les choses le plus simplement possible. Disons que chez nous, au Québec, tous les emplois, tous les métiers, toutes les professions, hein, sans exception, sont répertoriés dans cette grande classification nationale des professions, la CNP, selon leur niveau de compétence. Il y a 5 niveaux de compétence, 0, A, B, C et D, que l'on pourrait séparer en 2. Donc, d'un côté, les emplois dits spécialisés, hein, les 0, A et B en vert, et de l'autre, les emplois peu spécialisés, C et D, en rouge. Donc, un emploi spécialisé, là, vous avez des exemples devant vous. Ce ne sont que des exemples, évidemment, mais ce sont des emplois pour lesquels un employeur, en général, hein, va exiger une formation de niveau universitaire ou postsecondaire technique.
C'est comme ça qu'on pourrait définir un emploi spécialisé. Alors qu'un emploi peu spécialisé, c'est un emploi pour lequel, en général toujours, hein, un employeur va exiger une formation de niveau secondaire professionnel ou pas de formation du tout, parce que ça existe des métiers Oui. pour lesquels aucune formation n'est exigée. Donc voilà comment on pourrait distinguer les métiers spécialisés et peu spécialisés. Donc je reviens à cette exigence, cette condition pour que le conjoint ou la conjointe obtienne un permis de travail ouvert, c'est que l'emploi du requérant principal soit un emploi en vert, un D'accord. emploi spécialisé. Si ce n'est pas le cas, hein, notez par ailleurs, hein, ça c'est important de le dire, l'immense majorité des emplois offerts dans le cadre de la mission Journée Québec-France sont des emplois spécialisés, sont des emplois 0A et B, sauf exception. Ce qui veut dire concrètement que le conjoint ou la conjointe pourra obtenir un un permis de travail ouvert. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes recruté dans un emploi de niveau C et D, c'est possible. Dans ce cas, eh bien, la conjointe ou le conjoint ne pourra pas obtenir automatiquement un permis de travail ouvert. Il lui appartiendra donc de faire sa propre démarche pour obtenir un permis de travail. Merci beaucoup. Alors, je fais un rapide récapitulatif Voilà. sur ces permis de travail fermés Donc, pour... vous voyez, On hein, signe un petit... Je fais le récapitulatif. très schématique. On obtient une offre d'emploi, on signe un contrat de travail. L'employeur, il initie des démarches d'immigration, les fameux CAC et EIMT. Ensuite, le candidat reçoit des documents et on fait sa demande de permis de travail temporaire. Voilà. Et puis, il y a la demande qui est ouverte auprès de l'administration. Et puis, on reçoit éventuellement les permis pour son conjoint, ses enfants, etc. Voilà, et tout ça pas se plus fait en compliqué 6 que ça. mois. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a des exceptions quand même? Parce que vous avez parlé d'exceptions tout à l'heure. En fait, je vous ai dit que ça pouvait être plus rapide, toutes ces démarches, dans certains cas. Dans quelles circonstances ça peut être plus rapide? Eh bien, ça peut être plus rapide si vous pouvez obtenir un permis jeunesse de type PVT. Hein? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les fameux permis Ouais. vacances-travail. Alors, je vous explique. Les permis jeunesse, hein, ce sont des permis que l'on peut obtenir dans le cadre d'un programme fédéral qui s'appelle Expérience internationale Canada, qui est lui-même issu d'ententes bilatérales qui ont été signées entre le Canada et 36 pays à travers le monde, surtout des pays d'Europe. Pas seulement, mais essentiellement des pays occidentaux, d'accord? Donc, les pays du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, les pays de l'océan Indien, île Maurice, Madagascar, n'ont pas signé d'entente bilatérale avec le Canada. Donc, puisque ce sont des ententes bilatérales, justement, eh bien, chacun de ces accords de mobilité jeunesse est différent des autres. Hein, par exemple, l'accord qui a été signé avec la France est différent de celui qui a été signé avec la Belgique, qui est différent de celui qui a été signé avec l'Italie, etc., etc. Donc, l'accord qui a été signé avec la France, pour prendre cet exemple, il est probablement un des plus avantageux, un des plus intéressants, parce qu'il permet aux jeunes ressortissants français. Donc, j'insiste là-dessus, il faut vraiment avoir la nationalité française. Il permet aux jeunes ressortissants français de moins de 35 ans de bénéficier de l'ensemble des permis possibles dans le cadre de Expérience internationale Canada, dont le fameux PVT, que beaucoup de gens connaissent, hein, programme vacances-travail, permis vacances-travail, qui est un permis ouvert. Donc, qui dit ouvert dit sans offre d'emploi préalable, donc c'est intéressant. Des permis jeunes professionnels, un autre type de permis jeune qui nécessite une offre d'emploi, permis stage coop international, etc., etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je pourrais en parler longtemps, Jérôme, mais j'invite les auditeurs qui veulent savoir quels sont les types de permis auxquels ils ont droit en fonction de leur nationalité. Hein, on a dit que ce n'était pas pareil partout. Quels sont les quotas par pays? Quels sont les types de permis? Quel est l'âge maximum par pays? J'invite donc les gens à aller directement sur le site
Expérience internationale Canada pour avoir la réponse à toutes ces questions. Mais il y a une chose qui est importante à retenir, c'est que si d'aventure quelqu'un est admissible, éligible à ce type de permis jeunesse, il est intéressant d'en faire part à un employeur lors d'un entretien d'embauche. Et là, je fais un lien avec la diapo précédente, parce que si c'est le cas, les délais seront plus rapides. L'employeur, sachant que vous êtes éligible à ce type de permis jeunesse, aura moins de démarches à faire. Il n'aura pas besoin de faire une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, une étape de moins. Et il n'aura pas peut-être 6 à 8 mois d'attente avant de vous avoir chez lui. Voilà, exactement. Donc, les délais, dans ce cas, pourront être plus rapides, ce qui veut dire que vous arriverez au sein de l'entreprise plus rapidement. Donc, je dis seulement que vérifiez d'abord si vous êtes admissible à un de ces types de permis. Si c'est le cas, eh bien, lors d'un éventuel entretien d'embauche avec un employeur dans le cadre de Journée Québec, signalez-le lui. Parce que c'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Monsieur Trottier, le temps passe. Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers? Est-ce que tout se fait en digital? Est-ce qu'il y a des arnaques? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, en matière de recrutement international, je ne vous apprends rien en disant ça. C'est comme dans n'importe quel autre domaine, il y a toujours des arnaqueurs, il y a toujours des gens qui tenteront de profiter de vous. Donc, évidemment, nous, du gouvernement, on vous dit soyez prudents. Le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est éviter de payer à l'avance les services d'un tiers qui vous dira que grâce à lui, vous allez trouver un emploi à 100% qui s'occupe de tout, etc. Ça, c'est effectivement très dangereux. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Mais ceci étant dit, si pour une raison ou pour une autre, une personne souhaite recourir au service d'un consultant en immigration, c'est tout à fait possible de le faire. C'est tout à fait possible de le faire, c'est tout à fait légal. Mais dans ce cas, on suggère fortement de vérifier que ce consultant en immigration est reconnu par le ministère de l'Immigration du Québec. C'est assez facile. Sur le site du MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, on trouvera la liste de tous les consultants reconnus. C'est le principal conseil qu'on pourrait donner. Voilà, on peut trouver ces informations, j'imagine, sur les sites Internet. Donc, il y a sur la slide qui peut-être apparaître immigration-québec.gouv.cq.ca et canada.ca. Tout à fait. Il y a plein d'informations à trouver. Pour terminer, autour de ce permis de travail temporaire et sur ces offres d'emploi et ces ces contrats fermés, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner globalement? Un autre conseil, ce serait peut-être d'éviter de prendre des décisions définitives avant d'avoir complété toutes les étapes. Donc, c'est sûr que ce serait tentant, après avoir obtenu un entretien d'embauche positif avec un employeur, de tout liquider, de vendre son appartement, sa voiture et s'acheter un billet d'avion. Mais évidemment, on ne suggère pas de faire ça. Il faut avoir passé toutes les étapes avant de prendre des décisions irréversibles. Il y a des associations de Français installés au Québec qui peuvent aider à raconter, qui ont déjà vécu l'expérience. Absolument, absolument. Alors, là, on vient de parler de ces permis de travail temporaire, ce contrat temporaire, etc. Et du temporaire au permanent, est-ce possible? C'est tout à fait possible de passer d'un statut de résident temporaire, ce que l'on est, avec un permis de travail, on est un résident temporaire. Donc, il est possible de passer de ce statut de résident temporaire à un statut de résident permanent. Mais peut-être un mot sur cette notion de résident permanent qui vous est peut-être étrangère parce que ça n'existe pas en France, vous le savez, la notion de résidence permanente. Vous savez, ici, en France ou en Europe en général, on est soit titulaire d'un titre de séjour, donc forcément temporaire, puisqu'il y a une date de fin à un titre de séjour, soit on est naturalisé, donc on est citoyen français. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux
hein, à moins qu'on soit un illégal sans papier, évidemment, mais ça, c'est autre chose. Alors, chez nous, il existe cet entre-deux. Cet entre-deux entre le séjour temporaire et la nationalité, ça s'appelle la résidence permanente. Un résident permanent, c'est quelqu'un qui a exactement les mêmes droits et les mêmes obligations. Hein, évidemment, les droits, ça vient toujours avec les obligations. Donc, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un citoyen canadien, sauf le droit de vote et le passeport qui s'obtiennent avec la nationalité, hein, la citoyenneté. Donc, c'est ça un résident permanent. Obtenir la résidence permanente, c'est possible, mais il n'y a aucune garantie, hein, c'est important de le dire. Aucune garantie, mais il y a des programmes qui permettent ça. Ce programme, le programme principal qui permet le passage de l'un à l'autre, eh bien, c'est le PEC, le programme de l'expérience québécoise. C'est un programme qui a été créé justement pour faciliter ce passage d'un statut de résident temporaire à un statut de résident permanent. Il existe depuis longtemps il existe depuis une bonne quinzaine d'années. L'immense majorité des personnes aujourd'hui qui obtiennent la résidence permanente au Québec l'ont obtenue par le biais de ce programme de l'expérience québécoise, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, après avoir acquis une expérience au Québec. Il y a 2 volets à ce programme de l'expérience québécoise. Il y a un premier volet pour les étudiants étrangers qui, au terme de leur programme d'études, auront la possibilité de demander un certificat de sélection du Québec. Alors, vous aurez noté qu'on ne parle plus ici de CAQ, mais bien de CSQ, certificat de sélection du Québec, qui mène à la résidence permanente. Et donc, un volet pour les étudiants étrangers et un volet pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est un programme qui est très simple. Simple dans le sens où il y a relativement peu de conditions. En fait, il y en a 2 principalement, des conditions à respecter. C'est la connaissance du français et l'expérience de travail, tout simplement. Donc, la connaissance du français, bon, évidemment, pour les Français, il n'y a pas d'enjeu là, mais c'est quand même quelque chose de très important pour le Québec. Pour obtenir, je fais un pas en arrière, pour obtenir un permis de travail, ce dont on a parlé tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu parler de telles exigences en matière de connaissances linguistiques parce qu'effectivement, le gouvernement, à cette étape-là, n'impose rien aux employeurs. Les employeurs ont la liberté totale d'embaucher qui ils veulent partout à travers le monde. Hein? Le gouvernement du Québec ne se mêle pas de ça. Liberté entrepreneuriale sur le choix de ses salariés. Absolument, absolument. Mais ici, c'est différent, Jérôme. Ici, c'est différent. On parle de la résidence permanente. On parle de futurs citoyens du Québec. Et là, le gouvernement impose un certain nombre de conditions, dont la connaissance du français. Il dit, vous devez nous prouver que vous avez un niveau minimum de connaissance du français. Ce niveau, c'est le niveau intermédiaire avancé, ou si vous êtes plus familier là, avec le cadre européen commun de référence pour les langues, c'est le niveau B2. D'accord? Ouais. Donc, B2 et intermédiaire avancé, c'est la même chose. Mais ça, c'est une condition importante. Et l'autre condition, on l'a vu aussi là, dans la diapo, c'est l'expérience de travail. On peut peut-être revenir un petit peu en arrière. L'expérience de travail, c'est la 2e condition importante à part la connaissance du français. Et là, vous devez prouver que vous avez cumulé 24 mois d'expérience de travail au cours des 36 mois qui précèdent le dépôt de la demande. Ces expériences de travail, c'est important de le dire, elles n'ont pas besoin d'être consécutives, elles n'ont même pas besoin d'avoir été réalisées chez le même employeur, non, pas du tout. L'important, c'est que vous ayez cumulé 24 mois d'expérience de travail à temps plein au cours des 36 mois qui précèdent le dépôt de la demande et que ces expériences de travail aient été réalisées dans des emplois dont le niveau de compétence est 0, A ou B dans la classification nationale des professions, les mêmes catégories que l'on a vues tout à l'heure, en vert, 0, A et B. Donc, encore une fois, je le répète pour dire les choses là, simplement, les 2 principales conditions pour obtenir un CSQ, Certificat de sélection du Québec, dans le cadre de ce programme de l'expérience québécoise, c'est connaissance du français et 24 mois d'expérience de travail dans un emploi spécialisé, c'est-à-dire
0, A ou B dans la classification nationale des professions. Monsieur Trottier, il nous reste plus que 15 minutes et on a pas mal de questions d'internautes. Est-ce qu'il y a des dernières informations utiles à savoir? Oui, notamment sur les diplômes, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que les diplômes français sont reconnus au Québec? Et vous l'avez sur la diapo suivante. La réponse à ça, c'est oui. OK? La réponse à ça, c'est oui. Les diplômes français sont reconnus. Il n'y a pas de problème. Le gouvernement du Québec reconnaît les diplômes français, surtout si ce sont des diplômes d'État. Mais, ce n'est pas le gouvernement qui embauche. Hein? Ce n'est pas le gouvernement qui embauche, c'est une entreprise. C'est une entreprise privée. Et cette entreprise, elle ne connaît pas nécessairement le type de diplôme que vous avez. Donc, ce n'est pas une question de reconnaissance ou de pas reconnaissance, là. Hein? On se comprend bien. C'est vraiment juste une question de... Donc, on peut faire évaluer son diplôme. Je ne connais pas nécessairement le type de diplôme que vous avez parce qu'il n'y a pas l'équivalent chez nous. Et c'est pour ça qu'il existe au ministère de l'Immigration du Québec un service d'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. C'est un service qui n'est pas gratuit, il y a des coûts pour ça et c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire, mais dans certains cas, ça peut être utile lorsque vous présentez un diplôme à un employeur. Ça lui permettra à l'employeur de savoir à quoi ça correspond ce diplôme que vous avez dans le système scolaire québécois, sachant que chez nous, il n'existe pas de BTS, de CAP, de licence, de master. C'est des terminologies qui n'existent pas chez nous. Donc, mais je reviens sur la première phrase. Les diplômes français sont reconnus, là, il n'y a pas de problème. Mais dans certains cas, notamment pour obtenir son adhésion à un ordre professionnel, il peut être demandé d'avoir une évaluation comparative des études. Et Qualification Québec, je vais terminer avec ça, puis on pourra répondre aux questions. Qualification Québec, c'est un organisme qui a été créé pour faire l'évaluation des compétences acquises hors du Québec. Alors, a priori, là, vous n'aurez pas besoin de faire l'évaluation de vos compétences, hein, parce que l'employeur qui vient recruter en France, il le fait sur la base des compétences que vous avez. Donc, évidemment, il ne va pas exiger que vous fassiez l'évaluation de vos compétences. Ce serait illogique. Mais ce site Qualification Québec, il est intéressant pour autre chose. Il est intéressant notamment parce qu'il permet de savoir, d'avoir toutes les réponses aux questions concernant l'accès aux différentes professions. Je vous donne un exemple. Pour exercer votre métier au Québec, est-ce qu'il faut détenir une carte de compétences professionnelles? Si oui, comment l'obtient-on? Auprès de qui? Est-ce qu'il y a des coûts pour ça? Pour exercer votre profession, est-ce qu'il faut adhérer à un ordre professionnel? Est-ce que cet ordre professionnel va reconnaître votre diplôme? Voyez-vous, ce sont des questions qu'on se pose normalement lorsqu'on veut exercer un métier spécifique au Québec. Toutes les réponses se trouvent sur ce site Qualification Québec. Donc, je le recommande fortement. Merci pour ces informations. On va passer tout de suite aux questions. Il y en a plein. Bon. Alors, je les prends un petit peu dans le désordre. Alors, nous avons un projet de mobilité au Québec avec ma conjointe. Est-ce que vous nous conseillez de postuler tous les deux aux Journées Québec? Absolument, c'est ce que je conseille. C'est ce que je conseille parce que celui des deux qui obtiendra une promesse d'embauche de la part d'un employeur, eh bien, fera la demande de le permis de travail, et l'autre, le conjoint, que ce soit lui ou elle, eh bien, obtiendra le permis de travail ouvert. Donc, le requérant principal obtiendra le permis de travail fermé, lié à l'entreprise, et le conjoint obtiendra le permis de travail ouvert. Donc, vous multipliez vos chances si tous les deux vous postulez à un emploi. Et que se passe-t-il si je perds mon emploi? Dois-je recommencer toutes les démarches pour obtenir un nouveau permis de travail temporaire? Il y a... le gouvernement a mis en place des facilités, des façons de simplifier cela. Mais à la base,
oui, il faut obtenir un nouveau permis de travail. Rappelez-vous, encore une fois, que votre permis de travail, il est lié à l'entreprise qui est venue vous recruter ici. Donc, mais il est possible, évidemment, que pour une raison ou pour une autre, il y ait des licenciements, des mises à pied, qu'on souhaite démissionner. Tout ça, c'est dans l'ordre du possible. Donc, si ça arrive, vous ne devenez pas un illégal pour autant sur le territoire, là, hein, rassurez-vous, parce qu'un permis de travail, je le répète, c'est un titre de séjour. Donc, vous pouvez rester sur le territoire canadien jusqu'à l'échéance du titre de séjour, il n'y a aucun problème, mais puisqu'il s'agit d'un permis de travail fermé, si vous voulez travailler pour une autre entreprise, vous devrez trouver une entreprise qui, à son tour, devra faire des démarches pour que vous obteniez un nouveau permis de travail. Alors, une question, on y a déjà répondu partiellement, en tout cas. Bonjour, pour partir travailler au Québec en boulangerie pour un CDI, quel visa pouvez-vous me conseiller? C'est le Merci. même, c'est le même, c'est exactement les mêmes démarches, d'accord? On a bien précisé que la notion de CDD, CDI, ça n'existe pas vraiment. Vous allez obtenir un contrat de travail forcément avec une date de fin, mais je le répète, un contrat de travail, c'est renouvelable, un permis de travail, c'est renouvelable, et ce sera renouvelable jusqu'à ce que vous obteniez la résidence permanente. Et lorsque vous obtiendrez la résidence permanente, c'est intéressant ça, à partir du moment où vous obtiendrez cette fameuse résidence permanente, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de permis de travail parce que vous êtes un résident permanent. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Voilà. Et j'imagine que des postes en boulangerie sont disponibles sur Bien sûr. les sites. Alors, écoutez, je n'ai pas par cœur la liste de toutes les offres d'emploi disponibles dans le cadre de la mission Journée Québec-France. C'est pas garanti qu'il y a des postes de boulanger. Mais en tout cas, il y en a, sachez-le, sur le site de Pôle emploi international. Mais il y en a sur le site de Pôle emploi international. Il est aussi possible, c'est une autre suggestion que je fais aux chercheurs d'emploi qui sont à la recherche d'un projet de mobilité professionnelle au Québec et qui ne trouveraient pas d'offres correspondant à leurs compétences ou à leur profil dans le cadre de cette mission. Il y a d'autres missions de recrutement Journée Québec organisées par des partenaires du gouvernement du Québec. Alors, notez-le, hein, c'est facile à retenir, Québec international, Montréal International et la Société de développement économique de Drummondville, SDED, ces trois partenaires du gouvernement organisent eux aussi des missions de recrutement Journée Québec avec d'autres offres d'emploi. Donc, ça multiplie les possibilités de trouver un emploi, emploi au Québec. Autre question, si je pars au Québec avec une autorisation de voyage électronique pour faire du tourisme, est-ce que je peux chercher un emploi sur place? Vous pouvez chercher un emploi, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait possible de faire ça, hein, de profiter d'un séjour touristique, de profiter de ses prochaines vacances au Québec pour aller visiter des entreprises, rencontrer des employeurs, voir s'il y a de l'intérêt pour vos compétences. C'est tout à fait possible de faire ça, mais ce qui est certain, c'est que vous ne pourrez pas commencer à travailler, même si on vous fait une offre d'emploi sur place, là. Vous ne pourrez pas commencer à travailler tant que vous n'aurez pas un permis de travail, parce qu'une autorisation de voyage électronique, ce n'est pas un permis de travail. D'accord. Question encore. Faut-il être marié pour être considéré comme conjoint de fait? Non. On peut être conjoint. Pacsé. Oui, c'est ça. Donc, pas besoin d'être marié. Les conjoints de fait de même sexe sont reconnus aussi. En fait, pour être considéré comme conjoint, il faut prouver en fait que vous vivez de façon maritale, c'est-à-dire comme des personnes mariées, même si vous n'êtes pas marié, depuis au moins 1 an. Il y a différents documents qui permettent, je n'entre pas dans les détails, il y a différents documents qui sont admissibles pour prouver que vous vivez en couple, hein, que vous vivez
de façon maritale avec cette personne depuis plus d'un an, mais pas besoin d'être marié, non. Ma conjointe est étudiante au Québec, puis-je la rejoindre pour travailler? Non, vous ne pouvez. Non, c'est-à-dire que il est possible pour un étudiant étranger de faire une demande de permis de travail ouvert pour son conjoint. Mais il faut en faire la demande. C'est l'étudiant étranger qui peut en faire la demande, mais vous pourrez la rejoindre seulement si vous êtes titulaire d'un permis de travail ouvert. Juste les 3 dernières questions. Est-ce que je dois attendre d'avoir mon permis de travail pour entrer au Québec, même si j'ai déjà signé mon contrat de travail? Oui. Oui, oui, c'est bien sûr. Vous devez attendre d'avoir ce que j'ai appelé dans la présentation la lettre d'introduction du gouvernement fédéral canadien. C'est ce document qui vous dit voilà, tout est beau, les démarches sont complétées, vous pouvez partir et ainsi obtenir le permis de travail au point d'entrée. Le point d'entrée, c'est l'aéroport en l'occurrence. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a des conditions pour un retraité de nationalité française pour pouvoir s'installer au Québec pour sa retraite? Il n'existe pas de titre de séjour spécifique pour les retraités. Ça n'existe pas. Mais évidemment, comme n'importe quel autre citoyen français, un retraité peut aller passer des séjours d'un maximum de 6 mois sur le territoire canadien. Revenir dans son pays, aller faire un autre séjour de 6 mois. Donc, de 6 mois en 6 mois, c'est possible de faire ça, mais il n'existe pas un titre de séjour spécifique pour les retraités, non. Une question voisine qui m'a été adressée par mail, c'est je télétravaille pour une entreprise française. Est-il possible de partir vivre au Québec et de continuer à télétravailler pour cette entreprise française en dehors d'un permis tourisme? C'est une bonne question et c'est un cas de figure qui va se présenter de plus en plus souvent. Hein? Il faut savoir que quand vous êtes c'est la notion de résidence fiscale hein, qui est impliquée dans ce cas. À partir du moment où vous vous êtes établi dans un pays pendant plus de 6 mois par année, vous êtes considéré comme un résident fiscal de ce pays. Et à ce moment-là, vous devez déclarer au fisc de ce pays hein, tous vos revenus. Tous vos revenus, que vous les ayez gagnés à l'étranger ou pas, c'est à cet État que vous devez déclarer tous vos revenus. Donc, ça devient un peu compliqué de s'installer au Québec. Vous pouvez le faire pour une courte période, évidemment. Et là, comme touriste, évidemment, il n'y a rien qui vous empêche de toucher des revenus de l'étranger, de les déposer dans un compte de banque. Mais tant que votre résidence fiscale est à l'étranger, c'est possible de faire ça. À partir du moment où votre résidence fiscale est au Québec, c'est à l'État québécois et canadien que vous devez déclarer tous vos revenus. Alors, il y avait une autre question, mais on n'a pas le temps d'y répondre parce qu'on a dépassé déjà le temps accordé, notamment sur est-ce que vous pouvez aider, avez-vous des conseils en matière de logement? Vous me dites oui et on s'adresse directement à la délégation. Non, on ne s'adresse pas directement à la délégation parce qu'on n'offre pas de service conseil personnalisé aux candidats, malheureusement. On n'est pas assez nombreux pour faire ça, mais il existe toutes sortes d'associations régionales implantées dans toutes les régions du Québec pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, que ce soit sur le plan du logement, bien sûr, mais de l'inscription des enfants à l'école, etc., etc. Donc, c'est facile de trouver une ressource dans la région dans laquelle vous souhaitez vous installer.
Merci beaucoup, Monsieur Paul Trottier. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, un site internet québec.ca/international, choisir le québec.gouv.cq.ca, tout est affiché sur la page de cette conférence. Merci infiniment. Je rappelle, Monsieur Trottier, pour vous que la prochaine édition des Journées Québec-France du 13 au 18 juin vont se dérouler le 13 et 18 juin 2022 en virtuel et le dépôt des candidatures commence le 4 avril. Merci beaucoup, vous l'avez compris, il y a énormément de possibilités, d'opportunités pour aller travailler au Québec. Je remercie toutes les équipes techniques et je remercie particulièrement le modérateur, Amaury, qui a sélectionné et m'a donné plein de questions. Et on se retrouve bientôt pour une autre conférence du salon sexpatrié.com. Au revoir. Merci de votre accueil, à bientôt. À bientôt.